Je ne paie pas 20 000 € par mois pour entendre des pleurs. La voix de Laurent Moreau trancha l'air, froide comme le marbre. La spécialiste du sommeil, la 4e en 2 mois, s'enfuit, humiliée. De l'étage, les cris des jumeaux reprirent. Ce n'étaient pas des pleurs ordinaires, c'était un son aigu, incessant, presque mécanique. Ils ignoraient que, près de la porte de service, Camille, la nouvelle infirmière, observait la scène. Elle ne voyait pas seulement un père frustré, elle voyait un sombre secret gardé dans cet hôtel particulier. Ce qu'elle s'apprêtait à découvrir sur les bébés, Gabriel et Emma, ne libérerait pas seulement 2 enfants. Cela détruirait un empire. La confrontation était inévitable. Camille poussa la porte de service et entra. Le son la frappa en 2 vagues distinctes et conflictuelles. D'un côté, venant du cœur de la maison, le murmure feutré d'une réception. Des rires étouffés, le tintement des coupes de champagne, une musique douce. De l'autre, venant de l'étage, le cri, aigu, constant, perforant l'harmonie avec la précision d'une foreuse. Une femme en uniforme gris, les mains nerveuses et le visage las, l'attendait dans la cuisine. C'était Martine, la gouvernante. « Vous êtes la nouvelle infirmière ?» chuchota-t-elle, comme si parler fort était interdit. Camille hocha simplement la tête. « Monsieur Moreau reçoit des invités. Il n'aime pas être dérangé. » L'avertissement flotta dans l'air, lourd. Martine désigna l'escalier de service. « La chambre est la 2e à gauche. Que Dieu vous vienne en aide, ma petite. » Camille monta. À chaque marche, le son de la fête diminuait et les pleurs des bébés augmentaient, devenant le seul son dans l'univers. De près, c'était pire. Il manquait la cadence naturelle des pleurs d'un nourrisson. C'était une note unique, une plainte électronique, parfaitement synchronisée entre 2 sources. Le couloir de l'étage était une galerie d'art moderne, mais les murs semblaient reculer devant ce son. La porte de la chambre était entr'ouverte. Elle entra. La chambre était un chef-d'œuvre de design minimaliste. Des berceaux en acrylique transparent, un mobile en argent qui ne bougeait pas, des murs d'un blanc chirurgical. Tout était cher, impeccable et froid comme une morgue. Et dans les berceaux, Gabriel et Emma, 2 bébés identiques, les visages rouges et les corps tendus, pleuraient. Leurs yeux étaient grands ouverts, fixés sur un point du plafond. Ils ne semblaient pas avoir faim, ni mal, ni sommeil. Ils semblaient terrorisés. Camille s'approcha lentement. Son premier instinct ne fut pas de calmer, mais d'analyser. La température de la pièce était contrôlée numériquement. Un purificateur d'air bourdonnait doucement. Et sur le mur, au-dessus des berceaux, un panneau de sécurité moderne clignotait. Une petite lumière verte, rythmique. Pendant ce temps, dans le grand salon, Laurent Moreau était l'image même de la réussite. Il circulait parmi ses invités, un verre de whisky à la main, le sourire parfaitement répété. Ils étaient tous comme lui, des hommes et des femmes qui mesuraient le monde en contrat et en action en bourse. Les pleurs, bien qu'assourdis par la distance et la musique, étaient un invité indésirable, une tache sur la perfection de la soirée. « Vos héritiers ont des poumons solides, Laurent », commenta un banquier, avec un sourire qui frisait la moquerie. Laurent ne sia pas. « Ils exercent leur pouvoir de persuasion très tôt », répondit-il, la voix glaciale déviant la provocation. Mais à l'intérieur, la rage bouillait. L'humiliation était subtile, mais présente. Les regards en coin, les chuchotements derrière les éventails des épouses. Tout le monde connaissait son problème. 12 nounous en 6 mois. L'histoire avait fait le tour du tout Paris. Les jumeaux Moreau étaient le seul actif que Laurent n'arrivait pas à contrôler. De retour dans la chambre, Camille commença son rituel. Elle vérifia les couches. Elles étaient propres. Toucha le front des bébés. Pas de fièvre. Elle prépara un biberon avec la formule exacte indiquée. Aucun des 2 ne l'accepta, tournant la tête, leurs cris inchangés. Elle essaya de chanter une berceuse. La seule réponse fut une augmentation de l'intensité des pleurs. C'était comme essayer d'éteindre un feu chimique avec un verre d'eau. Inutile et naïf. Ses yeux revinrent vers le panneau sur le mur. La lumière verte continuait de clignoter, au même rythme que
que les pleurs. La situation en bas s'envenima. Le plat principal fut servi. Une création exotique d'un chef renommé. Mais le son persistant gâchait le palais. Une mondaine, épouse d'un investisseur important, brisa finalement l'étiquette. « Mon Dieu, Laurent !» dit-elle, la voix traînante à cause du champagne. « Comment pouvez-vous vivre avec ce bruit? On dirait une maison hantée. » Le silence qui suivit fut pesant. Le banquier rit. D'autres sourirent, nerveusement. Le masque de Laurent Moreau se fissura enfin. Il posa son verre sur la table avec un bruit sec. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit-il, la voix dangereusement calme. « Je dois régler une question de gestion du personnel. » Il monta les escaliers, non pas comme un père inquiet, mais comme un PDG allant licencier un employé incompétent. Ses pas étaient durs, rapides. Il ouvrit la porte de la chambre avec force. Camille se retourna sans sursauter. Laurent l'ignora. Ses yeux balayèrent la chambre, les bébés, et se posèrent sur elle avec mépris. « Quelle est votre excuse ?» siffla-t-il. « Pourquoi font-ils encore ce vacarme ?» Camille le fixa, le dos droit. « J'évalue la situation, monsieur Moreau. Les pleurs ne semblent pas avoir de cause physiologique. »« Ne me sortez pas votre jargon technique, » cracha-t-il. « J'ai payé une fortune pour cette chambre, la meilleure technologie, le meilleur de tout. Et la seule chose qu'elle produit, c'est ce son infernal. Faites votre travail, faites-les taire. » Il arpenta la pièce comme un général inspectant une faille dans sa ligne de défense. Il ne regarda pas ses enfants une seule fois, ne toucha pas les berceaux. Ses yeux, cependant, se fixèrent une seconde sur le panneau de sécurité. Un regard rapide, presque imperceptible. Mais Camille le vit. Il se tourna vers elle, le visage à quelques centimètres du sien. « La femme qui est partie aujourd'hui m'a dit qu'ils étaient maudits, » dit-il à voix basse. « Je ne crois pas aux malédictions, je crois en l'incompétence. Prouvez-moi que vous êtes différente. » Il se retourna et partit en claquant la porte. Le bruit fit se tordre les bébés et le cri monta d'une octave, devenant presque insupportable. De nouveau seul, Camille regarda les petits visages en agonie. L'injustice était flagrante. Ce n'était pas l'humiliation d'une nounou ou la honte d'un millionnaire. C'était la torture silencieuse et invisible de deux enfants sans défense. Et le monstre n'était pas une malédiction. C'était leur propre père. Les heures s'écoulèrent, chaque minute marquée par le même cri aigu et incessant. La nuit dans la demeure, Moreau n'était pas noire, mais grise, éclairée par une sécurité électronique qui n'apportait aucune paix. Camille resta dans le fauteuil, immobile. Elle n'essaya plus de calmer les bébés. Elle savait que c'était inutile. Au lieu de cela, elle observa. Elle observa la façon dont leur petit corps se raidissait à chaque pulsation de la lumière verte sur le panneau. Elle observa comment leurs yeux ne sciaient pas, fixés sur le néant. Elle ne ressentait pas de pitié. Elle ressentait une colère froide, tranchante, qui s'installait au fond de son âme. C'était une colère familière, la même qu'elle avait ressentie des années auparavant, dans un couloir d'hôpital. La colère de l'impuissance. Puis, à 3 heures du matin précise, le son s'arrêta. Il ne diminua pas progressivement. Il fut coupé net, comme si un câble avait été arraché de la prise. Le silence qui tomba sur la chambre fut brutal, presque violent. Il était si absolu que ses oreilles bourdonnaient, essayant de combler le vide. Gabriel et Emma cessèrent de pleurer au même instant. Leurs corps se détendirent, et ils tombèrent dans un sommeil profond, presque un évanouissement, comme si leur batterie s'était épuisée d'un seul coup. Camille se leva, le cœur battant contre ses côtes. Ce silence n'était pas un soulagement. C'était une confirmation. C'était programmé. Elle s'approcha des berceaux et leur toucha le front. Leur peau était froide, humide de sueur. Ils étaient épuisés mais vivants. C'est alors qu'elle entendit un léger clic venant du couloir, le bruit d'une porte de bureau qui se ferme. Poussée par un instinct qui dépassait la prudence, elle ouvrit la porte de la chambre, se glissant dans le couloir sombre. La maison, la nuit, était un labyrinthe d'ombres et de richesses. Des tableaux de maître semblaient être des yeux, l'observant depuis l'obscurité. L'épaisse moquette étouffait ses pas, la transformant en fantôme. Une seule ligne de lumière s'échappait de sous une porte au bout du couloir,
Le bureau de Laurent. Elle s'approcha, le souffle coupé. La porte n'était pas complètement fermée. Il y avait une fente, un interstice de quelques millimètres qui était une fenêtre sur l'enfer. Camille se pencha, l'œil collé au bois froid. Laurent ne travaillait pas. Il était assis devant un mur d'écran de surveillance, le visage baigné par la lumière bleutée des écrans. Il n'avait pas l'air d'un père soulagé, il avait l'air d'un scientifique observant le résultat de son expérience. Sur l'un des moniteurs, l'image haute définition de la chambre des jumeaux montrait les deux bébés endormis. Laurent regardait l'écran avec une concentration froide, analytique. Puis, il tendit la main vers un clavier secondaire, à côté de son ordinateur principal. Avec des doigts précis, il tapa une courte séquence de commandes. Sur l'écran du moniteur, Camille vit la petite lumière verte du panneau de sécurité de la chambre clignoter 2 fois et passer à une couleur ambre, de repos. L'air quitta ses poumons. Tout était là, la cause et l'effet, le crime et le criminel, le pouvoir d'infliger la douleur et celui d'accorder le soulagement, tout au bout des doigts d'un seul homme. Elle s'éloigna de la porte, reculant dans l'ombre du mur opposé. L'envie de courir hurlait dans son esprit, s'enfuir, prendre ses affaires et disparaître avant l'aube. L'agence l'avait prévenu. Laurent l'avait menacé. Cette maison était dangereuse et l'homme à l'intérieur était un monstre au pouvoir illimité. Elle ferma les yeux. L'image de Laurent devant l'écran se mêla à celle du médecin annonçant la mort d'Alice. La même froideur. La même distance, la même incapacité à voir l'enfant derrière le problème. Sa promesse silencieuse, faite au cimetière 5 ans plus tôt, résonna dans son esprit. Ne plus échouer. Elle prit une profonde inspiration. L'air qui emplit ses poumons semblait nouveau, chargé de détermination. Quand elle rouvrit les yeux, la peur avait disparu, remplacée par une clarté d'acier. D'un mouvement lent et délibéré, elle lissa le pli de son uniforme blanc. Un petit geste, un ajustement, une déclaration de guerre silencieuse. Elle n'irait nulle part. Elle retourna dans la chambre des jumeaux, se déplaçant avec la légèreté du nombre. Gabriel et Emma dormaient, leur visage serein pour la première fois depuis son arrivée. La paix était si fragile, si artificielle, qu'il semblait criminel de respirer. Camille tendit la main, s'arrêtant à 1 millimètre du visage d'Emma. Dans le silence de la maison, un son fantôme résonna dans son esprit, le bip rythmé et faible d'un moniteur cardiaque d'hôpital. La demeure se dissolvait, les murs blancs fondaient et se reconstituaient en verre délavé de l'aile pédiatrique de l'hôpital Necker. 5 ans plus tôt, l'air sentait un mélange de désinfectant et de peur. Camille, 23 ans, et l'idéalisme brillant encore dans ses yeux, poussait un chariot de médicaments dans des couloirs bruyants. Des enfants pleuraient, des parents chuchotaient, des médecins donnaient des ordres dans un flux chaotique de vie et de mort. Mais un son se détachait de tous les autres. Il venait de la chambre 204, un cri aigu, fin, qui semblait ne pas avoir besoin de souffle. C'était le son d'Alice. Alice avait 3 ans, et les plus grands yeux marrons que Camille ait jamais vus. Mais ils ne voyaient rien. Ils étaient fixes, effrayés. Elle était hospitalisée depuis 2 mois, une énigme médicale qui frustrait l'équipe. Elle était arrivée avec de la fièvre et des pleurs irrités. La fièvre était tombée, mais les pleurs étaient restés, se transformant en cette lamentation constante et surnaturelle. Elle avait cessé de manger, de répondre aux stimuli, de dormir. Elle dépérissait sous leurs yeux. Les examens étaient sans appel. Scanner, IRM, ponction lombaire, rien. Le diagnostic officiel était vague. Encéphalopathie d'origine inconnue. Pour les médecins plus âgés et fatigués, c'était une condamnation à mort, mais pas pour Camille. Elle voyait quelque chose qu'il ne voyait pas. Les pleurs d'Alice n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient un schéma. Ils s'aggravaient sous la lumière fluorescente de la chambre. Ils se calmaient un peu lorsqu'un orage à l'extérieur coupait l'électricité du quartier pendant quelques minutes. Elle passait ses jours de congé au chevet du lit en métal, lisant des histoires que la petite fille n'entendait pas, tenant une petite main qui ne sentait pas son contact.
Les parents d'Alice, un couple simple qui sentait le pain frais et l'honnêteté, la voyaient comme un ange. Ils plaçaient en elle l'espoir que les médecins leur volaient. Elle était si joyeuse, murmurait la mère, montrant à Camille des photos sur son téléphone. Alice sur une balançoire, le visage barbouillé de glace riant. Alice serrant un chien en peluche. « Qu'est-il arrivé à ma fille, mademoiselle ?» Camille n'avait pas la réponse, mais elle avait un soupçon. « Docteur Dubois, dit-elle un jour, abordant le chef de service dans le couloir. Je ne pense pas que le problème soit neurologique. Ou pas seulement. C'est comme si elle réagissait à quelque chose dans l'environnement. » Le docteur Dubois, un homme épuisé qui voyait trop de tragédies, la regarda par-dessus ses lunettes. « Mademoiselle, nous avons fait tous les examens. La petite est dans un processus dégénératif que nous ne comprenons pas. Ne perdez pas votre temps avec des théories environnementales. Mais les pleurs changent d'intensité, insista-t-elle. Parfois, ils semblent s'aggraver près des équipements. On dirait presque un bourdonnement. Il soupira, l'impatience l'emportant sur la fatigue. Cela s'appelle l'intuition, et ce n'est pas un instrument de diagnostic. Occupez-vous des médicaments. Laissez le diagnostic au médecin. L'humiliation la fit taire, mais ne la convainquit pas. Ce regard méprisant devint la blessure de sa fierté professionnelle, la preuve qu'écouter et voir ne suffisait pas. Il fallait prouver. La nuit où Alice est morte était froide et pluvieuse. Le service était calme. Camille était à son poste, remplissant des dossiers, quand l'alarme du moniteur d'Alice retentit. Un son strident qui déchira la quiétude. Elle courut. Le petit corps d'Alice convulsait. Le docteur Dubois et 2 autres résidents entrèrent dans la chambre en la bousculant. « Chariot d'urgence! Adrénaline, maintenant !» Les ordres résonnaient dans la pièce. Camille resta à la porte, impuissante, regardant les manœuvres de réanimation. Le bip du moniteur ralentit, devint irrégulier, puis une ligne continue. Un son final, aigu et long, qui décrétait la fin. Le silence qui suivit fut le plus assourdissant qu'elle ait jamais entendu. Le docteur Dubois éteignit le moniteur, regarda l'heure, nota dans le dossier. Une procédure froide, mécanique. Quand les parents entrèrent dans la chambre, le cri de douleur de la mère fut une onde de choc qui secoua tout l'hôpital. Camille resta paralysée, les larmes qu'elle ne pleurait pas lui brûlant la gorge. Elle avait échoué. Son intuition, son observation, son dévouement, rien de tout cela n'avait compté. Elle ne l'avait pas sauvée. 2 jours plus tard, dans le couloir silencieux de l'hôpital, la mère la trouva. Les yeux de la femme étaient cernés, sans vie, mais elle marcha vers Camille avec une dignité impressionnante. « Je sais que vous avez essayé, » dit-elle, la voix rauque. « Vous avez été la seule à vraiment la voir. » La mère ouvrit sa main. Dans sa paume, un petit médaillon en argent, attaché à une fine chaîne. La surface était usée, le dessin d'un ange gardien presque effacé. C'était à elle, dit la mère en refermant la main de Camille autour de l'objet froid. Elle ne le quittait jamais. Je veux que vous le gardiez, pour vous souvenir de ma petite fille. Le métal glacial sembla brûler la peau de Camille. C'était le poids de son échec, la matérialisation d'une vie perdue. Elle accepta, incapable de formuler un mot. Ce médaillon devint sa pénitence et sa promesse, le symbole d'une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser à Alice, mais qu'elle pourrait honorer avec d'autres enfants. L'image de la mère s'estompa. L'odeur de l'hôpital laissa place au doux parfum de l'adoucissant des draps des berceaux. La main de Camille, qui dans son souvenir tenait le médaillon, était maintenant posée sur le bois froid du berceau de Gabriel. Elle regarda les 2 visages endormis, les mêmes pleurs, la même impuissance de l'entourage, mais cette fois, le médecin arrogant et le père absent étaient la même personne. Et cette fois, elle n'était pas une jeune infirmière, elle était une vétérane de guerre, et elle n'allait pas perdre à nouveau. L'aube perça l'obscurité, mais n'apporta aucun soulagement. Pour Camille, ce n'était que le début du premier jour de sa guerre personnelle. La décision prise dans l'ombre du couloir devait maintenant se transformer en action. L'ennemi était puissant, le champ de bataille était la cage elle-même,
et les armes devaient être forgées à partir de rien. Elle commença par le plus élémentaire, l'information. Dans un petit carnet qu'elle gardait caché dans la doublure de sa valise, elle commença à écrire. La première entrée était simple. Début des pleurs, 07h. Fin des pleurs, 03h. Schéma quotidien. C'était un horaire de torture, aussi ponctuel qu'une journée de travail. Son comportement changea. L'infirmière dévouée laissa place à une espionne déguisée. Chaque tâche était une opportunité. En nettoyant le sol de la chambre, ses doigts exploraient les joints des plaintes. En époussetant les meubles hors de prix, ses yeux cherchaient des objectifs de caméra cachés, des fils déplacés, toute anomalie. La demeure Moreau était une forteresse de technologie et de luxe, et la surface impeccable de tout était le camouflage parfait. Elle ne trouva rien. La cruauté de Laurent n'était pas négligente. Elle était précise, clinique, sans laisser de traces. Cela la ramenait à l'épicentre du problème. Le panneau sur le mur. Le système de purification sonique ambiante. Modèle Etel 7. C'était le seul indice qu'elle avait. L'accès Internet de la maison était surveillé. Elle le savait d'instinct. L'utiliser pour des recherches serait comme annoncer ses plans au mégaphone. Mais Camille avait anticipé le besoin d'autonomie. Dans sa valise, à l'intérieur d'une chaussure, se trouvait un téléphone prépayé, simple, acheté en espèces des mois auparavant par pure précaution. Cette nuit-là, enfermée dans la petite salle de bain attenante à la chambre, assise sur le sol froid, elle tapa le nom du modèle sur le petit écran. Le signal était faible, mais suffisant. Le résultat apparut. Le site d'une société de sécurité suisse, spécialisée dans les solutions environnementales d'entreprise. Le manuel de l'Etel 7 était disponible en PDF. Elle le téléchargea, le cœur battant. Le texte était un labyrinthe de jargon technique. Il parlait de ondes ioniques pour la neutralisation des pathogènes et de cycles de renouvellement de l'air. Mais à la page 37, dans une section intitulée « Fonctions secondaires et contrôle d'environnement hostile », elle trouva. Le système possédait un émetteur ultrasonique à haute fréquence, réglable. L'application principale, disait le manuel, était pour le contrôle des nuisibles et des rongeurs dans les grandes installations. Une note de bas de page, presque invisible, avertissait « Une exposition prolongée à la fréquence maximale peut causer un stress neurologique sévère chez les petits mammifères et les nourrissons. Utilisation en milieu domestique non recommandée. » Stress neurologique sévère, c'était la preuve, froide, technique, irréfutable. Elle enregistra le fichier, éteignit le téléphone et le cacha de nouveau. Maintenant, elle avait le quoi. Elle avait besoin du pourquoi. Et pour cela, elle avait besoin d'une alliée. Ses yeux se tournèrent vers Martine. La gouvernante était la mémoire vivante de cette maison. Mais son silence était gardé par une peur profonde de Laurent. Elle commença à tisser sa toile avec soin. Elle descendait à la cuisine pour les biberons, même quand ce n'était pas nécessaire. Elle engageait la conversation, complimentant la saveur d'un dîner qu'elle goûtait à peine. Et puis, elle commença à parler d'Isabelle. « Martine, Madame Moreau aimait les fleurs ?» demanda-t-elle un jour en regardant le jardin impeccable par la fenêtre de la cuisine. Les yeux de Martine s'adoucirent pour la première fois. Elle les adorait. Les roses blanches. Le jardin, c'était sa vie. Le avant resta suspendu en l'air. Le lendemain, elle réessaya. La chambre des bébés est si moderne. C'est Madame Isabelle qui l'a décorée? Martine secoua la tête en essuyant une casserole avec une force excessive. Non, c'est lui. Après son départ, la chambre qu'elle avait préparée, il a tout fait démonter. Chaque petite confession était une porte qui s'ouvrait. Finalement, Camille risqua. « Vous savez, Martine, parfois quand je suis là-haut, j'entends un bourdonnement, un son étrange qui vient des murs. » Martine laissa tomber la casserole. Le bruit résonna dans la cuisine silencieuse. Elle regarda de chaque côté, la panique dans les yeux. Elle attira Camille par la main dans le garde-manger, fermant la porte derrière elle. Dans le noir, entre les sacs de farine et les boîtes de conserve, la vérité sortit dans un murmure terrifié. Mademoiselle Isabelle l'entendait aussi. Elle me l'a dit.
Elle disait que la maison était malade, qu'un son la rendait folle. Il a dit que c'était la grossesse, qu'elle était hystérique. Il a appelé un médecin qui lui a prescrit des calmants. La gouvernante se mit à pleurer, des pleurs silencieux, de quelqu'un qui a appris à souffrir en dedans. Il l'a convaincue qu'elle était folle, ma petite, et je n'ai rien fait. À ce moment, dans le garde-manger sombre, l'alliance fut scellée. La peur de Martine ne disparut pas, mais elle fut submergée par le poids de la culpabilité et la lueur d'espoir qu'elle voyait en Camille. Cependant, l'enquête ne passa pas inaperçue. Laurent était un prédateur attentif. Un après-midi, alors que les bébés dormaient pendant le cycle de repos du panneau, Camille s'approcha de l'appareil. Elle devait voir s'il y avait un port USB. Ses doigts étaient à quelques centimètres du boîtier métallique quand une voix crépita d'un petit haut-parleur mural qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Un problème, l'infirmière? La voix de Laurent, froide, amplifiée, omniprésente. Camille se figea, le sang glacé dans ses veines. Il regardait, écoutait. Elle se tourna lentement vers la caméra dans le coin du plafond. « Non, monsieur Moreau, dit-elle, en s'efforçant de garder une voix ferme. J'ai juste remarqué un peu de poussière accumulée ici. Je vérifiais si cela pouvait affecter la purification de l'air. Il y eut une pause. Puis la voix revint. Votre fonction est de vous occuper des enfants, pas de l'entretien. Compris? Oui, monsieur. Compris. Le haut-parleur se tut. Camille recula, le cœur battant la chamade. Elle ne luttait pas seulement contre un homme, elle luttait contre une maison qu'il avait transformée en une extension de son contrôle, de sa cruauté. Elle avait maintenant le manuel, le témoignage et la confirmation qu'elle était traquée. Le jeu avait changé. Il ne s'agissait plus de découvrir la vérité, il s'agissait de survivre assez longtemps pour la révéler. La voix de Laurent dans l'interphone fut un coup de semonce. La chasse avait commencé. Et Camille savait qu'il l'observait désormais non pas comme un employeur, mais comme un gardien de prison. Elle avait besoin d'une preuve physique, quelque chose qui puisse être vu, mesuré. La réponse se trouvait dans le manuel, la fréquence du son. Elle devait la capturer. Grâce à la faible connexion de son téléphone prépayé, elle trouva ce dont elle avait besoin, un sonomètre de poche, assez petit pour passer inaperçu. Le défi était de le faire entrer dans la forteresse. La seule brèche dans la muraille de Laurent était Martine. Lui demander de l'aide pour faire passer un objet en contrebande était un risque immense. C'était lui demander de trahir l'homme qui l'employait depuis 20 ans. Camille la trouva dans la cuisine en fin d'après-midi. « Martine, commença Camille à voix basse, j'ai besoin de votre aide. C'est pour les bébés. C'est pour Isabelle. » Le nom de la défunte épouse fut la clé. Martine s'arrêta, le couteau suspendu en l'air. « J'ai découvert ce qui les rend malades, » poursuivit Camille. « C'est un son. Il vient de cette machine sur le mur. Un son que nous n'entendons pas mais qui pour eux est une torture. Le même son que Madame Isabelle entendait. » Elle expliqua son plan en chuchotant. Le colis, la livraison dans un point relais à 10 kilomètres de là, la nécessité pour Martine de le récupérer pendant son jour de congé. Elle vit la terreur dans les yeux de la vieille femme. « Il me tuerait, ma petite. Il sait tout ce qui se passe dans cette maison. Et nous allons le laisser continuer à tuer ses enfants à petit feu ?» répondit Camille, la voix ferme. La mention des bébés, des héritiers que Martine avait vus naître, brisa la résistance de la gouvernante. D'un lent signe de tête résigné, Martine accepta. 2 jours plus tard, Martine lui tendit une petite boîte, cachée sous une botte de choux, les mains tremblantes. À l'intérieur, le sonomètre. L'arme de Camille. Maintenant, il lui fallait l'occasion parfaite. Elle se présenta sous la forme d'un orage. La nuit tomba, et avec elle, une pluie torrentielle. Les bébés, comme toujours, criaient, leurs pleurs rivalisant avec le bruit du tonnerre. Vers minuit, un éclair illumina le ciel, suivi d'un coup de tonnerre qui fit vibrer toute la maison. Les lumières clignotèrent, 1, 2 fois, puis l'obscurité. Le générateur de secours aurait dû se déclencher instantanément, mais l'éclair avait dû toucher un point vital. Pendant un instant, la seule lumière fut celle des éclairs, et le seul son, celui de la pluie. Les pleurs des bébés s'étaient arrêtés, la machine était éteinte, c'était sa chance.
Les lumières de secours, faibles et verdâtres, s'allumèrent. Le système de sécurité redémarrait. Les caméras seraient aveugles pendant quelques minutes. Camille courut. Elle sortit le sonomètre de sa poche et l'alluma. L'écran s'illumina d'une lueur bleue. Elle s'approcha du panneau Etel 7. Même éteint, il lui fallait une mesure de base. 0. Puis, le courant revint avec un bourdonnement. Les lumières principales clignotèrent et se stabilisèrent. Le panneau mural reprit vie, sa lumière verte clignotant. Et avec lui, les pleurs. Camille pointa le sonomètre vers le panneau. Les chiffres sur l'écran numérique se mirent à grimper de façon vertigineuse. Ils dépassèrent la plage audible et continuèrent à monter, entrant dans le spectre ultrasonique. Finalement, ils se stabilisèrent sur un nombre, 40 000 Hz. Une fréquence d'une cruauté inouïe, inaudible pour la plupart des adultes, mais une pure agonie pour le système auditif en développement d'un bébé. La main tremblante, elle sortit son téléphone prépayé et prit une photo de l'écran du sonomètre. Le chiffre, la preuve, capturé dans une image numérique. Elle rangea tout et se retourna, et se figea. Laurent Moreau se tenait à la porte de la chambre, silencieux. Ses yeux ne montraient pas la surprise, mais une curiosité froide et prédatrice. « Une nuit agitée, l'infirmière ?» dit-il en entrant lentement. Camille cacha le sonomètre dans son dos. « L'orage a un peu effrayé les bébés », mentit-elle, la voix étonnamment calme. « La panne de courant les a rendus nerveux. » Laurent ne regarda pas ses enfants qui pleuraient. Ses yeux balayèrent la pièce, s'arrêtant une fraction de seconde sur le panneau avant de se fixer sur elle. Il s'approcha, s'arrêtant si près qu'elle pouvait sentir la froideur qui émanait de lui. « Je déteste les surprises », murmura-t-il, la voix létale. Les personnes qui posent des problèmes dans cette maison ont l'habitude de disparaître, sans laisser de traces. J'espère que vous n'êtes pas une personne à problème, Camille. La menace n'était plus voilée. C'était une sentence. Le jour suivant, l'atmosphère dans la maison avait changé. La petite victoire de Camille et la menace de Laurent avaient créé une tension palpable. Les autres employés qui la regardaient autrefois avec pitié l'observaient maintenant avec un mélange de peur et de respect. Ils voyaient la façon dont Laurent la suivait du regard, l'hostilité à peine dissimulée. Martine lui apprit que les gardes de sécurité avaient reçu l'ordre de fouiller ses affaires si elle essayait de partir. Leur curiosité se transforma en un encouragement silencieux. Elle n'était plus seulement l'infirmière des bébés maudits. Elle était la femme qui n'avait pas peur du monstre. La menace de Laurent planait dans l'air de la maison, toxique et invisible. Les jours suivants furent une guerre des nerfs. Il l'observait par les caméras, posait des questions pièges, laissait des rapports sur des accidents du travail sur la table de la cuisine. Tout pour la déstabiliser. Mais Camille s'accrochait à sa preuve. La photo du sonomètre sur son téléphone, comme à une amulette. Elle avait la vérité. Il lui suffisait d'une occasion pour l'utiliser. L'occasion se présenta sous la forme d'un voyage d'affaires inévitable. Une fusion à Zurich qui exigeait la présence de Laurent. Martine lui annonça la nouvelle dans la buanderie, les mots sortant dans une bouffée de soulagement. « Il sera absent pendant 48 heures, Camille. L'avion décolle ce soir. » Lorsque Laurent partit, la maison sembla pousser un soupir collectif. Mais la torture à l'étage continuait. Un rappel cruel que le monstre avait peut-être quitté le château, mais que ses pièges étaient toujours actifs. Camille savait que sa seule absence ne suffisait pas. Le système Etel 7 était une forteresse numérique. Elle avait passé des nuits blanches à étudier le manuel en PDF. Il y avait une faille, une seule, minuscule faille. Le système autorisait un accès de maintenance à distance, lié directement à la tablette personnelle de Laurent. Si cette connexion était interrompue de manière inattendue pendant plus d'1 heure, le système, par sécurité, entrait en mode de diagnostic local pendant 5 minutes, ouvrant un port de service avant de se refermer. C'était un pari, une chance sur 1 million. Elle ne pouvait qu'attendre et surveiller. La première nuit passa, sans rien. L'espoir commençait à s'amenuiser. Mais le lendemain après-midi, Martine accourut vers elle, le visage pâle.
Le journal télévisé. Il y a eu une tempête de grêle en Europe. L'aéroport de Zurich est fermé. Vol annulé et dérouté. Le cœur de Camille s'emballa. L'avion de Laurent. Cela pourrait suffire. Elle courut à la chambre des jumeaux. Sur le panneau de contrôle mural, un petit message d'erreur clignotait en jaune. Connexion au dispositif mètre perdu. Lancement du mode diagnostic local dans 60 secondes. C'était maintenant ou jamais. Les mains tremblantes, elle connecta son téléphone prépayé à un port USB de service qu'elle avait découvert sous le panneau. L'application qu'elle avait téléchargée reconnut le système. Une ligne de commande clignota à l'écran. Les bébés criaient. En suivant les instructions du manuel, elle tapa la commande d'accès. Accès refusé. Elle réessaya. Refusé. Le compte à rebours sur l'écran mural indiquait 30 secondes restantes. La panique commença à monter. Puis, elle se souvint. Le nom d'Isabelle. Martine lui avait dit que c'était l'ancien mot de passe pour tout. Les doigts volants, elle tapa « Run Diag Override » P. Isabelle 123. Accès accordé. Un menu de service apparut sur l'écran de son téléphone. Mais une ligne brillait pour elle comme un phare. Calibration acoustique. À côté, en lettres rouges, mode actif. D'une pression, elle entra dans le sous-menu. L'option était unique. Désactiver. Elle appuya. L'écran clignota et le cri cessa. Le silence tomba sur la pièce comme un linceul. Il était rempli de paix. Gabriel et Emma, qui se tordèrent de douleur quelques secondes plus tôt, soupirèrent à l'unisson. Leurs petits corps se détendirent. Camille les prit dans ses bras. Ils se blottirent contre elle, s'endormant presque instantanément. Martine entra dans la chambre, des larmes coulant sur son visage. La victoire était réelle. La paix dura exactement 7 minutes. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant violemment résonna dans la maison. Des pas lourds et furieux montant l'escalier. Laurent. Son vol n'avait pas seulement été annulé, il avait été le premier à être redirigé. Il s'arrêta à la porte de la chambre, son pardessus trempé de pluie. Ses yeux passèrent des bébés endormis dans les bras de Camille, à l'expression triomphante de son visage, et se posèrent sur la lumière ambre du panneau. La compréhension sur son visage fut instantanée, suivie d'une vague de fureur si pure que l'air sembla vibrer. « Qu'as-tu fait ?» gronda-t-il. Il traversa la pièce, la bousculant. Devant le panneau, ses doigts volèrent sur l'interface. Calibration acoustique activée. La lumière ambre redevint verte et le son ultrasonique remplit à nouveau la pièce. Gabriel et Emma se réveillèrent avec un cri de choc et de douleur, plus fort et plus désespéré que jamais. La révélation était complète. Il ne cachait pas un accident. Il était l'auteur délibéré de la torture. Il se tourna vers Camille, les yeux brûlants de haine. « Faites vos bagages, sortez de ma maison, maintenant. » L'ordre de Laurent plana dans l'air, lourd et définitif. « Sortez de ma maison, maintenant. » L'infirmière précédente se serait enfuie. Toute personne saine d'esprit aurait couru. Mais Camille ne bougea pas. Les bébés hurlant dans ses bras, elle lui fit face. Ses yeux ne contenaient aucune peur, seulement une résolution froide qu'il n'avait jamais vue chez personne. « Non, dit-elle. » Le mot était bas, presque un murmure, mais il résonna dans la pièce avec la force d'une explosion. « Je ne les laisserai pas avec vous. » La surprise sur le visage de Laurent fut réelle, mais ne dura qu'une seconde, rapidement remplacée par un sourire lent et cruel. « Ah, je vois, » dit-il, la voix dangereusement douce. « Vous n'êtes pas une infirmière, vous êtes une héroïne. » C'est touchant et insensé. Il se mit à tourner autour d'elle comme un requin. « Très bien. Si vous insistez pour rester, vous resterez à mes conditions. Vous venez d'être promue. D'employée à prisonnière. » Les règles furent établies avec une précision brutale. Elle était, à partir de cet instant, confinée à la chambre des jumeaux. La porte principale du couloir serait verrouillée de l'extérieur. Ses repas seraient livrés par un garde du corps. Toute communication avec Martine ou tout autre membre du personnel était strictement interdite. Il prit son téléphone personnel. « Je ne pense pas que vous en aurez besoin, » dit-il en l'écrasant sous le talon de sa chaussure en cuir. Il ne connaissait pas l'existence du téléphone prépayé.
Pour parfaire la nouvelle réalité, le lendemain matin, 2 techniciens installèrent une nouvelle caméra de sécurité, un dôme noir au centre du plafond avec une lumière rouge indiquant son activité constante. Pour s'assurer que les bébés sont surveillés 24 heures sur 24, expliqua Laurent par l'interphone, la voix dégoulinant de sarcasme. Elle était sous surveillance totale. Les jours suivants se transformèrent en un purgatoire. La routine était une torture cyclique. Se réveiller, s'occuper des bébés qui pleuraient, recevoir le plateau repas en silence, supporter les pleurs, nettoyer, nourrir, supporter encore les pleurs, jusqu'à ce que le son soit coupé à 3 heures du matin. La 5e nuit, il joua son dernier coup. Un garde du corps se présenta. Monsieur Moreau demande votre présence dans son bureau. Le bureau n'était éclairé que par la lumière d'un grand écran d'ordinateur. Laurent était assis dos à elle. Asseyez-vous, ordonna-t-il. J'admire votre persévérance, Camille. Vraiment, commença-t-il, la voix calme. C'est pourquoi je vais vous faire une offre généreuse. 1 million d'euros. Pour que vous partiez ce soir, que vous oubliez ce que vous pensez avoir vu et que vous ne prononciez plus jamais le nom de ma famille. Camille le fixa, le visage impassible. Ma réponse est toujours non. Il rit, un son sec, sans humour. Je m'y attendais. Il pivota lentement dans son fauteuil et l'expression sur son visage était triomphale. Vous vous prenez pour une protectrice, une gardienne de la vérité. Mais le monde ne le verra pas ainsi. Il tourna l'écran vers elle, un dossier complet. Sa vie, disséquée. Et puis, les photos d'Alice, souriante, dans un parc. Puis, dans un lit d'hôpital, le rapport d'autopsie. Et le plus dévastateur, des témoignages de ses anciens collègues et du docteur Dubois, soigneusement montés, la décrivant comme émotionnellement instable. Sujette aux théories du complot. J'ai créé un récit, dit Laurent, savourant chaque mot. Celui d'une infirmière perturbée, impliquée dans la mort mystérieuse d'un enfant. Une femme qui s'infiltre chez une famille en deuil, obsédée par les enfants, et qui, une fois confrontée, invente une histoire de torture pour se venger ou extorquer de l'argent. Il se pencha en avant. Je vais divulguer ça à la presse, à l'ordre des infirmières, à la police. Ils n'enquêteront pas sur un millionnaire philanthrope. Ils enquêteront sur vous. Votre carrière sera terminée. Votre vie sera terminée. Personne ne vous confiera plus jamais un enfant. Il l'avait piégé. Il avait utilisé son traumatisme le plus profond et l'avait transformé en une arme contre elle. Le chantage était parfait. Maintenant, dit-il, s'adossant à son fauteuil, la partie gagnée. Parlons à nouveau de mon offre. Camille regarda la photo souriante d'Alice sur l'écran. Puis le visage victorieux de Laurent. Le monstre croyait l'avoir brisé. Elle resta silencieuse, le visage comme un masque de glace. Et dans ses yeux, il ne vit pas de peur. Il vit quelque chose qu'il ne put déchiffrer. Quelque chose qui lui donna un frisson pour la première fois. De retour dans la chambre, la porte verrouillée derrière elle, Camille ne ressentit pas le désespoir que Laurent attendait. Le chantage ne l'avait pas brisé, il l'avait focalisé. Il lui avait donné un ultimatum, mais aussi une échéance. Le gala annuel de charité de la Fondation Moreau. Dans 2 jours, c'était sa scène où il se pavanait en saint. Ce serait son échafaud. La vérité devait être plus forte que ses mensonges. Elle devait être ressentie. La communication était son premier obstacle. Mais la routine de la maison, si rigide, était aussi sa faiblesse. 2 fois par jour, un garde récupérait la poubelle de la chambre. Cette nuit-là, Camille agit. Avec un stylo, elle écrivit sur un petit morceau de plastique d'une couche propre. Un message codé qu'elle avait enseigné à Martine. « Appelle le neveu de la tarte au citron. Dis que la fête a besoin de musique d'urgence. Le paiement sera celui promis. » Elle cacha le minuscule billet au fond du sac poubelle. Quelques heures plus tard, Martine trouva le billet. Le neveu de la tarte au citron, Benoît. Son plus jeune neveu, un technicien du son indépendant. Musique d'urgence signifiait danger. Le paiement sera celui promis signifiait que la vie des enfants en dépendait. Les doigts tremblants, elle composa le numéro. Le soir du gala arriva. La demeure Moreau se transforma en un décor de conte de fées.
Laurent Moreau était le roi dans son château. À l'étage, dans sa prison blanche, Camille entendait la fête. Gabriel et Emma criaient, leur souffrance servant de bande-son secrète à cette soirée d'hypocrisie. Benoît arriva avec l'équipe de sonorisation. Dans sa caisse à outils, un micro à ultrasons et un petit émetteur sans fil. Martine, feignant de superviser le buffet, le guida par des regards. « Utilisez la gaine de service du deuxième étage, c'est plus rapide », suggéra-t-elle au chef d'équipe. La séquence fut une symphonie de tension. Benoît, en sueur, trouva la grille indiquée par Martine, juste à côté de la porte de la chambre des jumeaux. Le cri aigu le frappa. Il comprit que sa tante n'était pas folle. Avec des mains agiles, il glissa le micro spécial dans la gaine jusqu'à ce qu'il soit positionné à l'intérieur de la chambre, invisible. Il le connecta à un émetteur et assigna le signal à un canal audio de rechange sur la table de mixage principale, en l'étiquetant « micro-ambiance jardin ». Pendant ce temps, Martine jouait son rôle. Sur le plateau du dîner de Camille, sous un morceau de pain, se trouvait le détonateur, une petite télécommande avec un seul bouton rouge. Les heures passèrent. Enfin, le maître de cérémonie annonça l'hôte de la soirée. Laurent Moreau monta sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Dans la chambre, Camille se leva et se dirigea vers la porte, tenant la petite télécommande. « Mes amis, ce soir, nous célébrons plus que des chiffres », commença Laurent. « Nous célébrons l'avenir, l'espoir. Notre plus grande richesse, notre héritage le plus précieux est le bien-être de nos enfants. » C'était le signal. Camille appuya sur le bouton. Dans la salle, la voix de Laurent fut soudainement couverte par un son qui fit se retourner tout le monde. Les pleurs des jumeaux, forts, désespérés, amplifiés à un volume assourdissant. Laurent pâlit sur scène. Alors Benoît, à la table de mixage, tourna lentement un bouton. Il ne monta pas le volume. Il libéra la fréquence. Les pleurs continuèrent, mais en dessous, autre chose commença à remplir la salle. Ce n'était pas un son, c'était une pression, une présence invisible qui poussait sur les tympans. Les conversations cessèrent, les sourires disparurent. Une sensation de nausée se propagea. Les coupes de cristal sur les tables se mirent à vibrer. La pression augmenta. Une migraine fulgurante frappa les invités simultanément. Les mains se portèrent aux oreilles. Les visages se tordirent de douleur. La façade d'élégance s'effondra, révélant une panique primaire. Le son était partout, perforant le cerveau, griffant le système nerveux. C'était à devenir fou. Figé sur scène, Laurent comprit. Ce n'était pas une panne technique, c'était une exécution. L'arme qu'il avait utilisée pour torturer ses enfants en secret était maintenant retournée contre son monde, en public. La salle, autrefois remplie d'admiration, était maintenant plongée dans un silence angoissant, ponctué uniquement de gémissements de douleur et des pleurs incessants de deux enfants qui, pour la première fois, étaient vraiment entendus. Le chaos était une créature vivante dans le salon. La vague sonore invisible piégeait l'élite de la ville dans une douleur pure. Le premier à briser le sortilège de l'agonie fut un homme aux cheveux blancs, le docteur Lemoine, un neurologue de renommée internationale. Le visage blême de fureur, il se força à se lever et cria en direction de la régisson « Arrêtez ça! Pour l'amour de Dieu, coupez le canal du jardin !» Benoît, qui observait la scène avec un mélange de terreur et de devoir accompli, obéit. D'un clic, il coupa le canal. Le silence qui suivit fut plus choquant que le bruit. Le docteur Lemoine monta sur scène, prit le micro de la main d'un Laurent catatonique. « Ce que nous venons tous de ressentir, » commença-t-il, la voix tremblante d'indignation, « n'était pas une panne technique. C'était une émission délibérée d'ultrasons à haute fréquence. Je reconnais ce son d'équipements expérimentaux. C'est une arme de dissuasion acoustique. Dans certains pays, son utilisation contre des êtres humains est classée comme de la torture. » Le mot « torture » plana sur le salon. La confusion sur les visages des invités se transforma en une vague d'horreur et de compréhension. Tous les regards se tournèrent vers Laurent avec dégoût. Alors, la deuxième et plus dévastatrice sanction se manifesta. Marc Lefebvre,
L'industriel, dont le partenariat avec Laurent était le joyau de son empire, se dirigea d'un pas ferme vers la scène. Il prit le micro. « Laurent, dit-il, la voix calme mais tranchante, je suis venu ce soir pour célébrer l'avenir de la corporation Moreau-Lefebvre. Un avenir basé sur la confiance, l'intégrité et par-dessus tout, la décence humaine. » Il marqua une pause. « J'ai entendu les pleurs de tes enfants. Et maintenant, j'ai ressenti ce qu'ils ressentent. » Il se tourna vers les invités, vers les journalistes qui enregistraient maintenant tout avec une intensité fébrile. Il ne peut y avoir de partenariat là où il n'y a pas d'humanité. La corporation Moreau-Lefebvre est morte avant même d'être née. Notre fusion est annulée. Notre association prend fin ce soir. Je ne fais pas affaire avec des monstres. L'impact de ces mots fut une bombe atomique financière. L'empire de Laurent s'effondra en direct. Le bruit qui emplissait maintenant la salle était le crépitement frénétique des appareils photo. Les sirènes se mirent à hurler à l'extérieur. Les portes du salon s'ouvrirent et 2 policiers entrèrent. Ce fut le tour de Martine. Avec un courage qu'elle ne se connaissait pas, elle traversa la salle. Dans ses mains, elle tenait un vieux journal intime relié en cuir. Elle s'approcha de l'officier le plus gradé. « Monsieur, dit-elle, la voix tremblante mais ferme, je travaille dans cette maison depuis 20 ans. La vérité sur ce qui est arrivé à Madame Isabelle et à ses enfants est ici. » Elle tendit le journal. Au même moment, Benoît s'approcha d'un autre policier, lui tendant une petite carte mémoire. « L'enregistrement du son, monsieur, directement de la table de mixage. L'arme du crime et le journal de la victime, livré. » L'affaire était scellée. Les policiers montèrent sur scène. « Monsieur Moreau, dit l'officier, la voix formelle, voudriez-vous nous accompagner, s'il vous plaît ?» Ce ne fut pas une arrestation avec des menottes. Ce fut pire, une déposition. Il descendit de la scène et traversa le couloir que ses invités lui ouvrirent. Un couloir de la honte. Il quitta la demeure qui était son royaume, non pas en roi mais en fantôme, laissant derrière lui une salle en ruine et un silence empli de justice. Pendant que l'empire de Laurent Moreau s'effondrait, la chambre des jumeaux devint l'œil du cyclone. Un sanctuaire de silence. Camille avait verrouillé la porte. Le panneau Ethel 7 était mort, son dragon enfin terrassé. Gabriel et Emma dormaient, mais c'était un sommeil différent. Un repos profond, paisible. Camille prépara un bain tiède. Avec une douceur infinie, elle prit d'abord Emma. L'eau chaude sembla surprendre le petit corps, qui se détendit complètement sous le toucher doux de Camille. Elle l'avait des mois de torture, de solitude, de peur. Puis ce fut le tour de Gabriel, qui bâilla et éternua dans l'eau, un son de bébé parfaitement normal et miraculeux. Vêtus de pyjamas propres et doux, les jumeaux s'endormirent à nouveau dans ses bras. On frappa doucement à la porte. « Madame » dit une voix de femme. « C'est la police. Nous sommes avec une assistante sociale. Pouvez-vous ouvrir, s'il vous plaît ? Tout va bien. » Camille ouvrit. Une policière et une femme aux yeux doux se tenaient là. C'était Laura, l'assistante sociale. Son regard passa de Camille aux bébés endormis. « Je suis Laura de l'aide sociale à l'enfance, » dit la femme. « Le docteur Lemoine nous a expliqué la situation. Nous sommes venus nous assurer que les enfants sont en sécurité. » La policière tenait le journal d'Isabelle. « Nous avons trouvé un passage qui explique peut-être ce qui s'est passé ici. » Elle ouvrit à une page marquée. L'écriture d'Isabelle était élégante, mais tremblante. La policière lut à voix haute. « 2 mai. Laurent m'a apporté les résultats. Comme je le soupçonnais, la faille vient de lui. Infertilité. La solution pour lui a été simple. Un donneur anonyme, le meilleur que l'argent puisse acheter. Pour lui, ce n'est plus notre rêve. C'est mon projet. Il parle des bébés comme du projet. J'ai un frisson dans le dos. Quel genre de père sera-t-il pour des enfants qu'il voit déjà comme un monument à son propre échec? La cruauté de Laurent n'était pas née du deuil, mais de l'orgueil blessé. Le mobile est clair, dit Laura, la voix étranglée par l'émotion. Maintenant, la question est leur avenir. Ils devront être placés dans un foyer d'accueil temporaire jusqu'à ce que nous puissions... Non, dit Camille. Le mot, encore une fois, fut prononcé à voix basse, mais avec un poids inébranlable.
Ils n'iront pas en foyer, ils ne seront pas séparés, ils ont assez souffert. Elle serra les bébés un peu plus fort contre elle. Je les garde. Madame, commença Laura, la procédure est complexe. Vous n'êtes pas de la famille. Je suis une infirmière puéricultrice diplômée avec 10 ans d'expérience en soins intensifs, dit Camille. Mais plus important encore, je suis la seule personne au monde, à part Martine, qui s'est battue pour eux. Ils me connaissent, ils me font confiance. Me les enlever maintenant ne serait qu'un traumatisme de plus. Laura l'étudia un long moment. Elle vit la vérité dans le regard de Camille. Elle vit la férocité d'une protectrice. Dans un système défaillant, parfois, la seule bonne solution est celle qui enfreint les règles. Je vais déposer une demande de garde provisoire d'urgence à votre nom, dit Laura, prenant une décision. Compte tenu des circonstances extraordinaires, je pense qu'aucun juge ne s'y opposera. Un poids que Camille ne savait même pas qu'elle portait se détacha de ses épaules. La policière sourit discrètement. Sa dignité de soignante et de protectrice était, à cet instant, officiellement reconnue. Quand les deux femmes partirent, promettant de revenir le lendemain matin, Camille resta seule avec les enfants. Mais tout avait changé. Elle était leur gardienne. Elle regarda Gabriel et Emma. « C'est fini », leur murmura-t-elle. « Je vous le promets. Votre souffrance est finie pour toujours. » 1 an plus tard, l'hôtel particulier des Moreau hantait le sommet de la colline. Une carcasse de luxe en décomposition. Une pancarte à vendre, délavée par le soleil, pendait de travers au portail en fer forgé. Le silence que Laurent chérissait tant avait enfin envahi les lieux. Mais c'était un silence d'abandon, pas de paix. La maison était maintenant le tombeau de marbre de la réputation d'un homme. À quelques kilomètres de là, dans un quartier modeste, le son était différent. Des rires, le bruit de petits pieds courant sur l'herbe d'un petit jardin imparfait. Gabriel, maintenant un garçon curieux d'1 an et demi, poursuivait des bulles de savon avec une détermination féroce, tandis que sa sœur, Emma, gribouillait à la craie sur le trottoir. C'étaient des enfants vibrants, bruyants, pleins de vie. L'ombre de la chambre blanche avait disparu de leurs yeux, remplacée par un éclat de pure joie. Camille les observait depuis la porte de la cuisine, un sourire serein sur le visage. Elle n'était plus l'infirmière guerrière. Elle était une mère, vêtue d'un jean et d'un simple t-shirt. Les papiers de l'adoption avaient été finalisés 6 mois plus tôt. Légalement, et dans tous les sens qui comptaient, ils étaient ses enfants. Ce soir-là, une fois Gabriel et Emma endormis, Camille s'assit dans le petit salon. D'une boîte en bois, elle sortit le médaillon en argent. L'ange gravé sur la surface était encore plus usé. Avec précaution, elle ouvrit le petit fermoir. À côté, sur la table, se trouvait une minuscule photo qu'elle avait fait faire la semaine précédente. Une photo de Gabriel et Emma, prise au parc. Ils étaient enlacés, riant. Avec la pointe d'une pince, elle prit la petite image et l'inséra parfaitement dans l'espace vide à l'intérieur du médaillon. L'ange gardien, qui représentait autrefois une perte, avait maintenant 2 nouveaux visages à surveiller. Elle referma le médaillon d'un clic doux. L'objet n'était plus un fardeau. Il avait été transformé. Ce n'était plus une amulette de son échec, mais un testament de sa rédemption. Camille passa la fine chaîne autour de son cou. Le métal froid toucha sa peau et, en quelques secondes, absorba sa chaleur. Le cycle était complet.